8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Zemmour. Merci de venir répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes arrivé 4e, mais loin derrière Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes aujourd'hui chef de file du parti Reconquête et vous êtes vous-même candidat aux élections législatives dans la 4e circonscription du Var. Je précise, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, il faut les rappeler de temps en temps, qu'il y a des règles de temps de parole qui font que je peux vous parler de tout ce qui est national, mais si je me mets à vous parler de votre circonscription, ou plutôt si vous vous mettez à en parler, ce sera très compliqué pour nous, donc on ne parlera pas de votre circonscription. Éric Zemmour, vous avez publié une lettre aux parents français dans le Figaro, et je voudrais vous lire. Vous citez un enfant qui dirait à ses parents en revenant de l'école ce qu'il a fait à l'école. J'ai appris que la France est un pays raciste, colonialiste, islamophobe, que c'est un pays qui était autrefois dirigé par des rois catholiques qui étaient des dictateurs. Heureusement, la révolution leur a coupé la tête. Mais depuis, les réactionnaires, les extrêmes tentent d'empêcher de progrès. J'ai appris, papa et maman, que la chasse, la consommation de viande, toutes les traditions paysannes doivent être interdites, remplacées par des éoliennes. J'ai appris que l'islam est autant une religion française que le christianisme, que ce sont les parents des immigrés qui se sont battus pour la France en 14, en 45. J'ai appris que les femmes sont les victimes des hommes qui sont tous des violeurs. J'ai appris que je peux changer de sexe si je veux parce qu'on ne naît ni fille ni garçon. Mais vous n'avez pas honte? Ah non. Ah, je vous assure. Franchement. Ah non. Vous savez, c'est pas une caricature, ça? C'est une. Vous savez, c'est pas une caricature, mais la caricature est très utile parce qu'elle permet de montrer la réalité. C'est une formule rhétorique classique, vous savez, la caricature, qu'a utilisé Voltaire, qu'ont utilisé tous les philosophes, vous voyez, c'est une formule rhétorique littéraire qui permet de faire comprendre. J'ai des enfants. J'allais dire j'ai eu parce qu'ils sont grands maintenant, mais j'ai connu leur scolarité, j'ai suivi leur scolarité, j'ai vu les programmes, j'ai vu ce qu'on leur apprenait. Et je vous assure que cette caricature n'est pas très loin de la réalité. Par exemple, pour les peuple colonisé qui aurait défendu seul la France en 14, j'ai repris moi-même ma fille. Seul? Quelqu'un vous a dit seul? Je vous assure, regardez les cours des profs, regardez-les, en tout cas qu'on les mettait au premier rang et que c'était eux qui se faisaient massacrer. Vous voyez, par exemple, ça. Est-ce qu'on a appris à vos enfants que les hommes sont tous des violeurs? On a appris à nos enfants que les hommes sont des prédateurs et qu'ils ont persécuté les femmes et qu'ils ont... Oui, on leur a appris toutes les semaines des notions sur le développement durable, obsessionnellement. On leur a appris sur les hommes et les femmes. Et maintenant, on leur apprend qu'on peut changer de sexe si on veut, qu'on est homme ou qu'on est femme. Il y a quand même d'innombrables histoires, d'innombrables affaires qu'on voit, que l'on m'a racontées, que je lis, sur des enfants qui rentrent et qui disent est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille? Je ne l'ai pas inventé. Mais ces questions-là, pour le coup, c'est pas seulement à l'école, c'est des questions que tout enfant, à un moment ou à un autre, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, on se pose tous ces questions quand on est enfant, je dirais même adolescent, moi, pas tellement enfant, mais peu importe. Adolescent, oui. Ouais, vous êtes d'accord. Là, ce sont des enfants. Et surtout, ce n'est pas la hiérarchie scolaire, vous voyez, l'administration scolaire, les professeurs, des associations qui rentrent, parce que c'est ça que je veux condamner, et c'est pour cela que j'ai préparé, ça serait, si j'étais élu, ma première proposition de loi pour interdire l'entrée... proposition de loi pour interdire l'entrée des associations LGBT, féministes, antiracistes et autres, les Traoré et les Thuram qui rentrent à l'école, moi, j'interdirais l'entrée de ces associations qui endoctrinent nos enfants. Voilà. Je pense à l'école publique. À l'école publique, évidemment. Je trouve que c'est scandaleux et que ça fait longtemps que je me bats contre ça. Vous vous souvenez de ma polémique déjà avec M. Blanquer contre sa circulaire pour justement les changements de sexe, etc. et les théories du genre. C'est la même chose. Je pense qu'avec la nomination de M. Papendiaï, on a encore monté un degré. C'est-à-dire que ce que subissait M. Blanquer, en y étant hostile, M. Papendiaï va y être favorable. Mais qu'est-ce qu'il vous le dit? Ses écrits. Non, mais justement, ces écrits sont finalement assez modérés quand on les lit par rapport à modéré, on est toujours modéré par rapport à d'autres. Vous savez, moi, on m'a fait le procès de ce que j'ai écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans, pendant la campagne présidentielle. Donc, pardonnez-moi, permettez-moi de lire on fait pas du tout le procès. Ce qu'a écrit M. Papendiaï, qui est un théoricien. Là encore, vous caricaturez. Non, je ne Vous savez, encore une fois, on voit les résultats. Moi, j'ai été très frappé de l'endoctrinement des jeunes en particulier qui votent pour la plupart M. Mélenchon ou M. Macron. D'où ça sort, ça?
Ça sort de la propagande faite à l'école. Ceux qui votent Entre 18 et 25 ans, vous avez vu? Endoctrinés? Oui, beaucoup sont endoctrinés. Ils sont endoctrinés à l'antiracisme, ils sont endoctrinés au féminisme, par les associations LGBT, à l'écologie. Je veux dire, il y a tout un courant progressiste en vérité. La gauche veut que nos enfants soient des militants de gauche. Il y a aussi de très nombreux jeunes et une grande proportion des jeunes qui votent Rassemblement National ou qui sont venus chez vous. Est-ce que vous les avez endoctrinés? Non, ils ont du mérite, c'est ce que je leur ai dit. Vous savez, en vérité... Donc il y a le bon jeune et le mauvais jeune. Non, pas du tout. Comme les chasseurs avec Non, pas du tout. Ils sont tous jeunes, ils sont tous français, ils sont tous bien. Et après, je considère, moi, qu'ils ont été endoctrinés par une école de gauche, par des médias de gauche, par des publicités de gauche. Vous savez, Reconquête, mon parti, est le parti de l'identité, de la sécurité et de la souveraineté. La première des identités, c'est quand même celle de l'enfant. La première des sécurités, vous avez des enfants comme moi, c'est la sécurité des enfants. Et la première des souverainetés, c'est la souveraineté des parents sur les enfants. Je voudrais, et j'avais fait campagne là-dessus, je voudrais qu'on rétablisse la distinction entre éducation et instruction. L'éducation, ce sont les parents qui doivent la donner, ce n'est pas à l'école, parce qu'elle endoctrine. L'instruction, j'aimerais qu'on la donne plus à l'école, mais on ne la donne pas. Vous voyez, au lieu d'apprendre les tables de multiplication, on va vous dire est-ce que vous êtes garçon ou est-ce que vous êtes fille. Au lieu de vous apprendre si Louis XIV a eu raison ou tort d'accepter le testament de l'empereur d'Espagne, on va vous apprendre que sur son fameux tableau, il y a des talons rouges, ce qui est une part de féminité. C'est des choix, et ça vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est même pas une caricature ce que je viens de vous dire. Quand vous dites par exemple que votre première proposition de loi, si vous étiez élu, ce serait d'interdire ces idéologies, vous dites le mot idéologie dans votre lettre. Et ces associations d'entrer dans les écoles. Comment vous allez les distinguer? C'est-à-dire comment vous avez décidé? Toutes les associations auront interdiction de rentrer dans les écoles ou certaines associations et sur quels critères? Je pense aux associations politisées. Ça me paraît un critère honnête. Je vous avoue que je ne suis pas... Comment on sait que je vais vous dire quelque chose. Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas favorable à l'entrée des associations tout court. Je pense que l'école doit être un sanctuaire et que le professeur doit faire son cours à l'abri de toutes les pressions. J'aimerais aussi qu'il fasse... Les associations, c'est des lobbies? Souvent. D'accord. Souvent. Et entre parenthèses, surtout quand elles sont des associations, je vous ai dit, je vous les ai décrites, LGBT, féministes, antiracistes, etc. Mais vous savez, il y a des associations aussi humanitaires, par exemple, qui vont dans les écoles pour inciter les enfants à faire des bonnes actions. Je suis contre aussi. Ah bon? Oui, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des associations parce qu'au nom de l'humanitarisme, on fait n'importe quoi. On défend aussi l'interdiction, la non-interdiction des frontières. L'interdiction des frontières. Il y a des associations humanitaires qui vont faire de la propagande pour les migrants à nos enfants. Et après, nos enfants viennent nous dire, ah oui, il faut accepter tout le monde. Ça, c'est de l'endoctrinement, pardonnez-moi. Les associations sur le respect de la planète, les associations sur une certaine forme de musique. Mais c'est de l'endoctrinement aussi. Donc tout ça, ça sort. Eh oui, absolument. Moi, je veux qu'on retrouve et qu'on revienne à une école qui apprenne à lire, à écrire, à compter, à connaître l'histoire, à lire correctement français, à s'exprimer correctement en français, à accéder aux grands textes sans la propagande qui va autour. Parce que ça aussi, maintenant, on ne peut plus accéder à un texte de Molière sans avoir une propagande féministe, LGBT ou que sais-je encore, ou écrit en écriture inclusive. Non. Pardonnez-moi, je pense que c'est un combat essentiel dans les années à venir. À propos de l'école, il y a eu ce débat la semaine dernière avec une enquête qui a été révélée par nos confrères de l'opinion qui disait que l'islamisation rampante, une forme de revendication, notamment dans les vêtements des enfants, se développait de plus en plus. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, dit que la réponse, ça pourrait être notamment le retour de l'uniforme. Alors, il dit un uniforme pas forcément caricatural à l'ancienne, mais même un sweat aux couleurs de l'école, un jean, ça serait OK. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais proposé pendant la présidentielle le retour de la blouse. Évidemment, là aussi, c'est un symbole. Vous avez raison, ça peut être... C'est très beau d'ailleurs, je trouve, dans les pays anglo-saxons. La petite veste aux couleurs de l'école. Je trouve ça très élégant, très chic. Dans les Antilles d'ailleurs aussi, ils font ça en France. Les Antilles françaises. Je ne serais pas contre du tout. Vous savez, nous allons... et c'est la démographie, hein, l'islamisation du pays commence dans la rue. C'est pour ça que j'étais favorable à l'interdiction du voile, c'est pour ça que j'étais favorable à l'interdiction des vêtements islamiques, y compris pour les hommes. Parce qu'on parle toujours des femmes, mais il y a aussi les djellabas pour les hommes. Les hommes n'ont pas à s'habiller comme en Arabie Saoudite au 7e siècle. S'ils veulent mettre une djellaba à la mosquée, ils l'emportent avec eux. Il n'y a pas que les femmes. On polarise toujours sur les femmes, vous voyez, le fameux voile. Mais c'est une islamisation
des paysages français. C'est volontaire, vous savez. Ça veut dire quoi, c'est volontaire? Ça veut dire que chaque enfant qui fait ça, ou chaque adolescent qui fait ça, porte un message? Bien sûr, inconsciemment ou inconsciemment. Où il est, vous savez, dans les cages d'escalier, dans les HLM de banlieue, il y a beaucoup de prédicateurs frères musulmans, salafistes, qui endoctrinent les jeunes. Ça, c'est connu, je ne l'invente pas. Et donc, je trouve que vous donnez le sentiment que pour vous, les jeunes n'ont pas de pensée propre. Vous savez, quand on est jeune, on a un cerveau plus malléable. C'est connu depuis toujours. C'est pour ça que, d'ailleurs, les grands régimes totalitaires, qu'ils soient communistes, fascistes, nazis, se sont toujours... À partir de quel âge est-ce que vous donnez crédit d'une liberté de choix à un jeune? À partir du moment où il est majeur, où il est adulte. Avant, vous savez, j'ai été jeune. Moi aussi, j'ai été influencé par l'air du temps. On dit souvent, d'ailleurs, vous connaissez cette formule, on est plus l'enfant de sa génération que de ses parents. C'est profondément vrai. Moi, j'étais un adolescent des années 70, et je sais ce que je dois à cette époque, pour le meilleur et pour le pire, vous voyez. C'est comme ça, on est tous les produits de sa génération, de son adolescence, du milieu culturel de l'époque. Et ça, la gauche est très forte, parce qu'elle endoctrine les gens, elle crée le milieu. Mais vous, c'est curieux de penser que la gauche endoctrinerait, mais que vous endoctrineriez pas. Moi, comment vous dire? Vous avez raison, c'est pas que je n'endoctrine pas, c'est que je combats cet endoctrinement, et donc du coup, oui, j'essaye, et je réussis parfois. Vous utilisez peut-être les mêmes armes, non? Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. J'utilise les mêmes armes. Vous parlez des médias de gauche, mais vous-même, vous avez eu, pendant plus d'1 an, 2 ans, une émission à vous, de grande écoute. C'était une manière d'endoctriner. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Tout à fait, et je le revendique. Parce que moi, j'estime que je réarme les jeunes. Mais vous avez raison sur un point, la gauche estime qu'elle les arme idéologiquement et qu'elle les conscientise, comme on disait dans ma jeunesse. Ils ont le droit, mais je peux avoir le droit de faire la même chose. Et je ne veux pas qu'à l'école publique en particulier, ils puissent avoir table ouverte. C'est tout ce que je dis. Moi, je n'accède pas au programme scolaire. Je n'accède pas, vous voyez... un peu quand même, puisque vous voulez les revoir dans un autre sens. Ah, mais par la loi. Mais sinon, parce que pour contenir une dérive que j'estime criminelle. Éric Zemmour, il y aura aujourd'hui les suites du chaos du Stade de France, puisque devant le Sénat, Didier Lallement, le préfet de police de Paris, et puis le maire de Liverpool, seront auditionnés. Ils vont tous les deux venir témoigner. Est-ce que vous soutenez le préfet de police de Paris? Je pense que l'on a eu l'art, et ça vient de M. Darmanin et des médias d'ailleurs, et de la gauche ensuite, d'inventer des faux débats pour dissimuler le vrai débat. Alors, quel est le faux débat, quel est le vrai débat? Alors, c'est très simple, les faux débats, vous savez, c'est la thèse de l'éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce, mais on ne le voit pas. Et puis tout autour, il y a des petites souris. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais ce sont des petites souris, elles sont un peu plus petites que l'éléphant, et on parle que des petites souris. Les petites souris, je vais vous dire quelles sont. La première, on a dit, ce sont les supporters anglais. Pauvres supporters anglais qui se sont fait agresser, taper dessus, voler par des hordes barbares. Après, on a dit, c'est les méthodes de la police. Là, M. Lallement mis en cause. Après, on a dit... Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, s'est excusé de l'usage disproportionné de gaz lacrymogène. Moi, à sa place, je me serais excusé d'avoir menti aussi éhontément sur les supporters anglais et d'avoir dissimulé qui étaient les agresseurs. Je vais y venir. 3, après on a dit, ce sont les gaz lacrymogènes, l'usage des gaz lacrymogènes. Vous voyez, tous les petits souris. L'éléphant, qui est-il? L'éléphant, c'est que ce sont des hordes de banlieues ajoutées à des migrants qui ont agressé ces pauvres supporters anglais et espagnols qui se sont même mis ensemble, d'après les témoignages que j'ai lus dans la presse espagnole et anglaise, mis ensemble, c'est dire, à la pour se protéger, il y a de nombreux témoignages pour le coup dans la presse. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que, en vérité, la Seine-Saint-Denis n'est plus en France depuis longtemps, et qu'elle est, vous savez, Thierry Henry, vous vous souvenez de Thierry Henry, le magnifique joueur de la Coupe du Monde 98, oui, il avait fait une interview à la télé américaine, il avait dit, ah, mais ne croyez pas, Saint-Denis n'est pas Paris. Il n'a pas dit Saint-Denis, c'est pas la France. Il a dit c'est pas Paris. Il a dit c'est pas Paris, tout à fait. Moi, je dis Saint-Denis, c'est pas la France. Vous avez raison, je dis ça en plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et c'est la suite de votre question sur les voiles, les djellabas, les tenues islamiques, etc. Enfin, c'est vous qui faites le lien entre les deux questions. Oui, c'est moi qui fais le lien, bien sûr. Avec, oui, bien sûr. Avec les kebabs et autres boutiques halal et compagnie. Nous ne sommes plus avec des mœurs, avec des libertés, avec des modes de vie français.
Mais sur le gaz lacrymogène, vous dites, bon, ça c'est une petite souris, alors qu'il y a le big elephant in the room, comme on dit en anglais, mais pardon, quand même, quand vous voyez que, bah oui, il y a des supporters, pchit, on utilise le gaz lacrymogène, il y a un mouvement de foule à la gare de l'Est parce qu'il y a des gens qui, les malheureux, n'ont pas eu leur train parce qu'il y a des problèmes sur les rails et qui se retrouvent bloqués avec des mouvements de foule devant et hop, pchit, on utilise le gaz lacrymogène. Il y a quand même un problème, je vous ai dit, il y a des souris et un éléphant. Mais les souris, c'est un problème quand même. Absolument. D'accord. Ça existe. Je ne vous dis pas que ça existe. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas réfléchir sereinement. Hein. Mais le sujet majeur, c'est une nouvelle population, un nouveau peuple qui est de plus en plus nombreux, qui est de plus en plus puissant, qui est de plus en plus violent et qui tient des quartiers, des régions, des départements, des villes de plus en plus nombreuses. C'est ça le sujet. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la grande leçon de cette présidentielle. Mais justement, vous avez dit tout à l'heure, spontanément, ouais. C'était votre formule, vous avez dit, c'est pour ça que j'étais contre le voile, c'est pour ça que j'étais... Comme si vous en parliez au passé. Non, je voulais dire pendant la présidentielle. Je voulais dire pendant la présidentielle, c'est pour ça que j'avais proposé... Bon, maintenant, je continue à proposer la même chose. Je ne suis plus candidat à la présidentielle. C'est pour ça que je disais j'étais. Et on verra si les Français votent pour vous, on y reviendra. Mais sur cette question à nouveau de la police, Jean-Luc Mélenchon a eu cette formule, il a dit la police tue. Factuellement, techniquement, après ce refus d'obtempérer dans Paris entre samedi et dimanche, de fait, la police a tué. La police a tué une parce passagère. que c'est la police qui est tuée. Depuis le début de l'année, il y a eu 3 morts de policiers pour des refus d'obtempérer. Il y a plus de 100 agressions par jour, vous m'entendez Apolline de Malherbe, par jour, de policiers, de gendarmes et de pompiers. C'est la police qui est agressée, c'est la police qui est un gibier, c'est la police qui est en permanence harcelée par des voyous qui n'ont absolument pas peur d'elle. Moi, vous savez, je pense que j'étais... Vous allez me dire encore que j'ai dit j'étais, donc je suis. J'ai fait 2 propositions pendant la présidentielle. Non, ça me frappe. Non, mais vous avez raison. Manière d'en parler. Vous avez raison. Je respecte la concordance des temps. C'était au passé, maintenant c'est au présent, mais c'est la même chose. Vous avez raison. Je propose la même chose. Et pendant la présidentielle, je continue de proposer la même chose, c'est-à-dire la révision de la présomption de légitime défense, c'est-à-dire que les policiers auront tous la présomption de légitime défense. Aucun des policiers, là, en l'occurrence, n'est finalement ressorti avec... ils sont pas mis en examen. Bah, très bien. Et 2, aucun des 3. Je suis pour ce que j'ai appelé, encore une fois, pendant la présidentielle, et que je continue d'appeler, sur le modèle suisse, la défense excusable, pour les policiers et pour les citoyens. Maintenant, pour M. Mélenchon. En vérité, M. Mélenchon s'est transformé en rappeur qui chante « Nique la police ». Pourquoi ? Il faut bien comprendre pourquoi. Il ne fait rien au hasard, M. Mélenchon. C'est parce qu'il a analysé qui a voté pour lui, d'ailleurs, qui il est allé chercher. Qui a voté pour lui ? 69% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle au premier tour. Ajoutez à cela un peuple étudiants, de gauche, d'extrême gauche, de sociologues, etc. Vous avez réfléchi pourquoi est-ce que ces 69% de musulmans dont vous parlez avaient été votés, et en l'occurrence voté Jean-Luc Mélenchon? Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'ils ont réagi à vous aussi. Ah bon, mais pourquoi ils n'ont pas voté pour Madame Hidalgo? C'est ce qu'ils disent tous d'ailleurs. Très bien, ils ont réagi à moi. Ils disent qu'ils ont réagi à vos propos et que pour la première fois, vous les avez poussés dans les urnes en quelque sorte. Très bien. Vous avez peut-être créé un vote musulman. Très bien, ils ont réagi à moi. Je vous rappelle que... Attendez, je vais vous répondre. J'entends la critique. Je vous rappelle... C'est pas une critique, c'est un constat. La remarque. De la plupart des sondeurs et des études. Pourquoi n'ont-ils pas voté pour Madame Hidalgo qui me tapait dessus à bras raccourcis? Pourquoi n'ont-ils pas voté pour Monsieur Jadot? Oui, après... Alors moi, je vais vous dire pourquoi. Il a lui-même Non, moi je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il a manifesté contre l'islamophobie. Et que il a défendu... il a attaqué la laïcité, il a défendu l'islam. C'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. C'est un vote ethnico-religieux. Ce n'est pas et qui se transforme en vote politique. De toute façon, c'est normal parce qu'en terre d'islam, la religion est éminemment politique. Donc, si vous voulez, il y a un peuple islamo-gauchiste au sens propre du terme, musulman et gauchiste. Je laisse à ces pauvres gauchistes, à ces pauvres militants LGBT et féministes, le destin qui les attend si leurs alliés musulmans prennent le pouvoir. Votre destin à vous, Éric Zemmour, 550 candidats, les projections vous donnent au mieux 1 à 2 élus. Est-ce que vous ne redoutez pas de finir comme Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan?
Écoutez, d'abord, ce sont des gens éminemment respectables. J'ai pas fini pour Monsieur Mélenchon, mais j'imagine qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'il est le chantre d'un nouveau peuple. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il parle de tiers-État. Dans l'histoire de la Révolution française, le tiers-État, c'est le peuple français qui exécute et qui guillotine les aristocrates et les prêtres. Et ce nouveau peuple islamo-gauchiste, pour Monsieur Mélenchon, c'est le nouveau peuple français. Donc moi, et ça, Vous avez pu finir sur Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je fais la transition avec votre question. Moi, je veux défendre le peuple français, l'ancien peuple français, celui qui était là depuis 1000 ans et à qui se sont agrégés des vagues d'immigration italienne et tous ceux qui se sont assimilés à lui. Je dis bien assimilés et non pas intégrés. Donc, moi, mon destin personnel là-dedans, c'est justement de sauver ce peuple français du grand remplacement. Vous savez, on peut être on peut être tout seul et imposer ses thèmes. Monsieur Mélenchon n'est pas majoritaire et il impose ses thèmes. J'ai imposé pendant la présidentielle le thème du grand remplacement et donc je continuerai à imposer mes thèmes d'une manière ou d'une autre, élu ou non élu. Exactement. Mais si je suis élu, je serai beaucoup plus fort et je pourrai ainsi montrer à l'Assemblée nationale la défense de mes thèmes et des Éric Zemmour, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin, à la tête du parti Reconquête et candidat, je le disais, aux élections législatives dans le Var, 8h54 sur RMC BFM TV.